Et alors, bon, peut-être avant d'arriver à vos propositions, qu'est-ce qui est ressorti de toutes ces auditions? Est-ce que vous pouvez me brosser de manière un peu, sans rentrer trop dans les détails, les principales conclusions que vous avez enregistrées au cours de ces auditions, les principales. Il y a une vraie prise de conscience de la question de la part des états-majors, du ministère, et qu'il y a une volonté d'avancer dans le bon sens. On a pu constater qu'il pouvait y avoir un manque de moyens pour mettre en œuvre ces dispositions, que également il faudrait que ces dispositifs ont mis beaucoup de temps à se mettre en place. Par exemple, Thémis a été créé en 2014, réellement effective à partir de 2017-2018. Je ne suis pas spécialiste Thémis. C'est la cellule d'appel, d'alerte pour les personnels de la défense quand ils ont un problème de discrimination, de harcèlement, de violence sexuelle et sexiste. Et donc, il a fallu plusieurs années pour que ça se mette en place. C'est quand, ça ? 2014. Et les circulaires de formalisation de sa saisine et de la manière dont elle travaille avec le commandement est sorti en 2018. En 2018, toutes les personnes pouvaient appeler ce numéro. Oui, les gens, à partir de 2014. Ah, d'accord. Mais on était dans de l'informel et il n'y avait pas de formalisation des procédures. Donc en fait, c'était au cas par cas. Tandis que là, maintenant, il y a une vraie formalisation des procédures. Des encadrants, on a un déficit de formation des référents mixité qui sont mis en place dans les unités, des référents mixité qui sont là justement pour être un point d'entrée quand les gens ont des problèmes de discrimination, de harcèlement, des référents qui n'existent pas partout. L'armée de terre a fait un gros travail pour en avoir dans toutes ces unités, mais ce n'est pas encore autant généralisé dans les autres armées. Aujourd'hui, alors c'est quoi l'état des lieux en termes de cette cellule Thémis? Il y a combien de personnes qui travaillent ouais. C'est 3. C'est 3. C'est toujours 3. Avec un objectif de 7. Avec un objectif de 7. Et il faut imaginer que le stop discret, ils sont 7 pour 80 000 gendarmes. Stop discret, c'est quoi? C'est l'équivalent. D'accord, c'est l'équivalent pour la. C'est plus large que Thémis parce que ça inclut tout le harcèlement au travail, tout le sentiment de mal-être, etc. Et ils sont 7 pour 80 000 gendarmes, quand Thémis, ils sont 3 pour 230 000 militaires. Ah oui, il y a un petit problème de dimensionnement évident. Voilà. D'accord. Et ça, c'est plus ancien, Stop Discret? Oui, c'est 2008. 2013. Mais on peut aussi expliquer la position de la gendarmerie qui, de par son quotidien, son lien avec le public civil, est là pour recueillir des plaintes qui traitent, et bien évidemment, de l'objectif de notre mission, c'était d'évaluer les mécanismes de discrimination. Donc, au quotidien, ils sont déjà sensibilisés. Donc, c'est pour eux certainement moins compliqué, on va dire plus simple, d'avoir un recul et une formation qui soit pertinent. Parce que ce qu'évoquait Bastien Lachaud, le besoin de formation dans les armées, les gendarmes, ils l'ont. C'est leur métier. Donc, ils ont un coup d'avance, forcément. Et ils ont les compétences en interne pour traiter ces questions-là, vu qu'ils sont officiers de police judiciaire. Donc, ils savent comment on traite ces questions-là, ce qui n'est pas le cas des... Alors, vous avez examiné tous les aspects de la discrimination, aussi bien le sexisme, vis-à-vis de l'homosexualité, les minorités, enfin bon, vous pouvez un peu expliquer en fait tous ces aspects qui ont été passés au crible. Alors, on a voulu traiter toutes les questions. La première chose qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait florès de données sur les questions de discrimination homme-femme. Il y avait énormément de statistiques qui permettaient justement de bien maîtriser le sujet et donc de pouvoir le traiter. Là-dessus, la prise de conscience a été totale de la part de l'état-major et les choses sont mises en place pour avancer. Concernant les autres discriminations, par contre, nous avons très peu de statistiques, très peu de données, et donc il est beaucoup plus difficile d'appréhender ces discriminations, et donc ce sont plutôt les témoignages que nous avons reçus qui ont permis d'éclairer ce qui pouvait exister. Donc cette discrimination, elle existe dans les armées, comme elle existe dans le reste de la société.
c'est la même chose pour les autres types de discrimination contre les personnes transgenres, etc. Sur les personnes transgenres, moi je tiens à souligner que les armées ont mis en place une brochure un vade-mecum de comment accompagner une personne pendant sa transition à destination des encadrants. Alors certes, cette brochure mérite d'être mieux connue, plus diffusée, etc. Mais en tout cas, la démarche a été faite et il faut la saluer. Et moi, ce que je constate sur l'ensemble de ces discriminations, c'est qu'on n'arrive pas à les cibler et à les déterminer précisément, parce qu'en fait, la cellule Thémis est là quand il y a un fait, une date, une heure, un coupable, un responsable, une victime. Mais quand on est dans cette discrimination d'ambiance que j'évoquais tout à l'heure, ben, c'est beaucoup plus difficile. Et donc là, on est vraiment dans la prévention. C'est la prévention qui l'a encore fait. Donc, notre première conclusion, c'est qu'il y a un manque d'éléments statistiques ou d'éléments pour pouvoir évaluer l'état des lieux, pour faire un état des lieux. Vous n'avez pas pu faire un état des lieux, sinon, à travers les hommes-femmes, apparemment, vous avez l'air de dire qu'il y a quelques éléments qui sont pris en compte, mais pour le reste, c'est simplement deux témoignages comme ça qui sont... Alors, effectivement, il y a des témoignages. Simplement pour les statistiques, je pense que pour que les statistiques aient une pertinence, il faudrait qu'on ait un vrai recul. Et les propos introductifs, c'est dire que finalement, on est en train d'évoquer les 3-4 dernières années. Donc, pour avoir du palpable et du scientifiquement rigoureux, on en est encore très loin, malheureusement. Hein, mais pour autant, ces chiffres, s'ils existent, il faut qu'on les connaisse. Et puis, s'ils n'existent pas, il faut que les armées fassent en sorte de pouvoir les recueillir. Bon, en même temps, c'est pas pour rien que l'armée était surnommée la Grande Muette, et on peut imaginer que c'est quand même pas un milieu dans lequel on va se vanter de telle ou telle discrimination à tel ou tel endroit. Donc a priori, c'est un peu comme ce qu'on découvre aujourd'hui avec la religion et les problèmes de pédophilie ou les problèmes d'agression, etc. Ça finit par transparaître, etc. Comment est-ce que vous pouvez dire on est au courant, comment l'information peut sortir? Êtes-vous certain que l'information sort ou que parce qu'à la limite, elle va sortir par voie hiérarchique, et ça dépend, comme vous le disiez, de l'application des généraux ou des encadrants par rapport à leur sensibilisation à cette question. Oui, mais sauf que les informations remontent directement, pour les plus graves, remontent directement au cabinet de la ministre. Donc clairement, c'est quand même le civil qui a la main sur le militaire, en admettant que le militaire soit réticent à communiquer des informations. Aujourd'hui, je pense que la Grande Muette, cette expression a vécu. Voilà. Et puis, pour autant, quand il s'agit d'affaires aussi sensibles, les mettre sur la place publique, il faut quand même aussi préserver les victimes. Donc, c'est parce qu'une victime, le but du jeu, c'est quand même pas que ce soit elle qui soit obligée de partir. C'est quand même important de faire en sorte qu'aujourd'hui, ce soit le coupable qui soit sanctionné, et dans la sanction, il y a le départ. Oui, on peut imaginer par exemple qu'une femme qui veut faire carrière et qui veut rester dans l'armée va peut-être supporter un certain nombre de comportements parce que, en se disant je vais finir par m'intégrer ou je vais passer dessus parce que, voilà. Donc elle n'a pas forcément intérêt à dénoncer des faits qui peuvent la marginaliser au sein d'une... Donc c'est pour ça qu'il faut que les processus d'alerte, la cellule Thémis soient mieux connus, que les personnes qui les contacts soient protégés. Moi, je voudrais revenir sur votre question précédente. Moi, je pense qu'on ne peut pas accepter la comparaison avec l'Église et les problèmes qui existent dans l'Église. La réalité, c'est que l'armée a une mission opérationnelle qui nécessite la cohésion du groupe, et donc les discriminations affaiblissent cette cohésion. Et donc, c'est de l'intérêt même de l'armée que de lutter contre ces discriminations. Et ça, les états-majors, le ministère l'a bien compris et essaye d'avancer. D'ailleurs, ils ont financé une étude sur le parcours des militaires issus de l'immigration. Donc, ils n'en ont pas forcément tiré toutes les conclusions, etc. Mais l'enquête a été menée, elle a produit des résultats qui aujourd'hui nous donnent des chiffres qu'il est important de rappeler. Hein. C'est 12% d'enfants issus de l'immigration qui sont dans le corps des soldats du rang, 6% dans le corps des officiers. Là, il y a un gap qui ne s'explique pas, qui démontre une discrimination, mais qui a des causes qui sont liées au mode de recrutement par le biais des classes préparatoires. Et donc, c'est des inégalités dans la société
qui en sont la cause aussi. Donc il faut revoir ces modes d'accès au corps des officiers, parce que voilà. Mais l'armée a su financer des travaux sur ces questions-là. L'armée doit continuer à financer des travaux de sociologues, d'universitaires, sur les autres modes, sur les autres discriminations, pour qu'on puisse avoir des chiffres et apporter des solutions. Et enfin, je tiens quand même à rappeler, l'armée a un devoir d'exemplarité qui est supérieur à tout autre organe public, à toute autre entreprise privée, parce qu'il y a un respect de la déontologie de la part des militaires qui doit être absolu. Et quand on interdit à un militaire de s'exprimer sur sa vision stratégique dans une revue de défense nationale, de la même manière, on doit pouvoir lui interdire des propos homophobes, des propos sexistes, des comportements homophobes, sexistes, etc. dans le service. Donc, en fait, l'échelle de valeur à laquelle on doit jauger les réussites de l'armée dans la lutte contre les discriminations, d'une certaine manière, sont au-dessus de celles que l'on demanderait au reste de la société. Et c'est ça aussi qui est compliqué. Mais pour les armées d'arriver à cette exemplarité. Mais voilà, c'est, je pense, vers ça qu'on doit tendre. Tout cela a des mérites pour l'armée. Cela va renforcer l'esprit de cohésion. Et cela va lui ouvrir d'autres voies de recrutement. Et aujourd'hui, on sait que l'armée a besoin de recruter, que l'armée est dans une phase d'augmentation de ses effectifs, qu'elle a des difficultés à recruter, qu'elle a des difficultés à fidéliser. Et lutter contre les discriminations est un des moyens d'augmenter son recrutement et son taux de fidélisation. Est-ce que vous avez des chiffres, j'imagine qu'ils doivent être dans le rapport, sur justement le pourcentage de femmes, le pourcentage de... Parce que là, vous pouvez donner un exemple sur les personnes issues de l'immigration. Combien de... Est-ce que... Bon, c'est peut-être difficile parce qu'effectivement, pour des raisons de l'égalité, on ne peut pas dire faire un fichier sur des personnes qui sont homosexuelles. Bon, au moins pour les femmes et les hommes, ça c'est visible. Il n'y a pas de... Alors, aujourd'hui, on en est à quel pourcentage? Il y a des... On va dire qu'il y a des différences qui sont notables. Évidemment, puisque si on va partir de 0% en ce qui concerne la Légion étrangère, qui est maintenant la seule branche où il n'y a pas de femmes, et jusqu'au service de santé des armées, où nous avons plus de la moitié du personnel qui est féminin, donc plus de 50%, et avec à sa tête une générale de corps d'armée. Et par exemple, si on prend l'armée de terre, entre quel pourcentage de femmes, et dans le corps des officiers de l'armée de terre, et par rapport, est-ce que vous avez des chiffres aujourd'hui sur ce que ça représente ou pas? Aujourd'hui, on est à 9% d'effectifs féminins dans l'armée de terre. Je n'ai plus en tête le chiffre dans les officiers, mais je crois qu'il est supérieur. Je ne l'ai plus en tête. C'est ces statistiques qui permettent d'évaluer la progression, au moins la progression de l'idée. Aujourd'hui, on est sur une stagnation du nombre de femmes dans les armées depuis maintenant quelques années. Et voilà. Et par exemple, là, si vous regardez la dernière campagne de recrutement de l'armée de terre, ils ont mis en scène quasiment uniquement des femmes. Et c'est important d'avoir un modèle pour que les jeunes filles puissent se dire, voilà, être soldat, c'est possible pour moi, ce n'est pas réservé aux hommes, ce n'est pas un monde viriliste, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Et vraiment, ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que toutes nos propositions, ce ne sont pas des mesures pour les femmes, ce ne sont pas des mesures pour les homosexuels, ce ne sont pas des mesures pour les minorités visibles, etc. Ce sont des mesures qui seront bénéfiques à tous les militaires, parce que nous proposons de modifier des processus de gestion, nous allons lever des freins, lever des barrières, permettre un meilleur travail en commun, permettre une meilleure cohésion, et clairement, ça sera bénéfique pour tout le monde. C'est vraiment, c'est pas des mesures catégorielles non, là, l'objectif, c'est que cela serve tout le monde, et donc, évidemment, à partir du moment où ça sert tout le monde, ça sert également les armées et donc la France. Bien sûr, pardon, si je peux me permettre, aussi pour appuyer ces propos, les compléter, c'est aussi de valoriser l'existant, parce que entre les trois armées et la gendarmerie, il y a des différences et il y a des éléments, il y a des approches qui sont extrêmement positives. Et ce qu'on souhaiterait, dans la mesure du possible, c'est que ce qui est positif soit valorisé auprès des autres
armées et qu'on s'appuie. Alors, ce qui est positif, qu'est-ce que vous avez constaté qui va dans le bon sens Par exemple, on parlait tout à l'heure de Stop Discrit avec la gendarmerie, où il y a plus de personnel qui est dédié, avec une formation de par leur activité professionnelle qui est spécifique pour détecter tout ce qui est discrimination. Donc on pourrait très bien envisager qu'il y ait des échanges encore plus réguliers entre les gendarmes et les autres armées pour faire part de leur savoir-faire, de leurs compétences. C'est aussi essentiel. Mais on n'oublie pas non plus des spécificités de chaque armée où par exemple, l'armée de terre est plus souvent projetée sur des théâtres opérationnels extérieurs, donc avec des nécessités de casernement qui sont différentes, qu'on peut aussi, dans certains aspects, retrouver sur la marine, avec le volet embarqué, qu'on ne va pas forcément retrouver au sein de l'armée de l'air. Voilà, il y a aussi ces spécificités qu'il faut appréhender. Et par exemple, ça c'est le frein, c'est-à-dire que le fait de devoir vivre quand on est en opération, la mixité en opération, donc la nécessité d'avoir des lieux spécifiques pour les femmes, etc. Est-ce que c'est vraiment un problème, un handicap, ou même dans des sous-marins, ou dans des voilà, c'est pas forcément évident d'aménager un coin. J'imagine que c'est des trucs très pratiques. Oui, tout à fait. Mais juste pour revenir sur la question précédente, il y a plein de choses il y a plein de mesures qui sont prises dans différentes armées et qui sont positives. Par exemple, sur la question de la notation. Chaque militaire est noté tous les ans. L'armée de terre vient de décider que les femmes, lors de leur année de maternité, verraient leur note gelée. C'est-à-dire qu'elles ont automatiquement la note de l'année précédente qui est reportée. Ce qui va permettre d'éviter d'avoir, par exemple, une baisse de notes, etc., et de se devoir donc pénaliser par sa grossesse. Ça, c'est quelque chose de bien pour fluidifier les carrières des femmes et leur permettre de ne pas être pénalisées. Par exemple, sur la gendarmerie, les référents mixité travaillent en réseau. Là aussi, c'est quelque chose de positif parce que cela permet de mutualiser les connaissances, etc. Et c'est quelque chose qu'il faudrait élargir, ces deux mesures, à l'ensemble des armées. Par exemple, la gendarmerie a également ce qu'on appelle une lettre de réhabilitation, c'est-à-dire quelqu'un qui a été attaqué, qui a été soupçonné, etc. Si l'enquête démontre que ce n'est pas le cas, eh bien, il reçoit une lettre de réhabilitation. Ça serait bien que ce soit généralisé à toutes les armées. Voilà, je parlais de la brochure transgenre, c'est très bien, il faut maintenant qu'elle soit vraiment popularisée. Alors, pour revenir sur votre dernière question sur la mixité. Alors là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aborder avec précaution, parce qu'on a des réactions très différentes en fonction des générations de soldats, des personnels de 30 ans, 40 ans qui diront ah, mais non, de toute manière, nous on a besoin de nos quartiers séparés, on ne peut pas avec les hommes, etc. Des jeunes en formation de 16 à 24 ans, ils vont nous dire mais qu'est-ce que vous nous racontez? Nous, il n'y a aucun souci. De toute manière, quand on est en OPEX, on est dans la même tente. Alors ok, il y a une bâche qui nous sépare, mais au final, voilà. Donc pourquoi il nous faudrait qu'on soit dans des bâtiments à part? Ça nous exclut plus qu'autre chose. Donc vraiment, là, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut examiner quasiment, je veux dire, au cas par cas, et dans chaque situation, apporter la solution mais il ne faut pas, je pense, se fixer une règle absolue qui séparerait, qui pourrait entraîner en plus des surcoûts pour construire des bâtiments et qui au final pourrait être même négatif pour les femmes. Pourrait isoler. Exactement. Isoler les femmes de leur unité. Nous, on avait des femmes qui nous expliquaient qu'elles étaient projetées en OPEX et que de différents bataillons, et qu'en fait, on les avait toutes regroupées ensemble. Et comme les bataillons, ils ont des rotations différentes, toutes les 2 heures, elles étaient réveillées par celles qui se levaient, celles qui venaient se coucher, impossible de dormir. Et la rotation suivante, là, on les avait laissées dans leur unité, elles avaient pu dormir tranquillement, se reposer. Donc, il ne faut pas arriver avec des règles strictes qui, des fois, ne sont pas adaptées justement aux spécificités militaires.